Bonjour et bienvenue au premier épisode du podcast L'équipe en premier de l'Ose Hockey, un podcast mensuel où est-ce qu'on va traiter de sujets qui sont reliés de près ou de loin au hockey mineur. Vous avez remarqué que le format du podcast est différent de mes capsules régulières et ça, j'ai fait par exprès. Parce que je veux que le podcast soit beaucoup plus familier et que j'ai moins d'éditage à faire. Donc, j'ai mes notes en avant de moi, ça se peut que je fasse référence, ça se peut que je me trompe et je me reprenne, mais je m'en excuse, ça va être le format qu'on va utiliser pour le podcast. Je veux utiliser la plateforme du podcast dans le futur pour être en mesure d'inviter des personnes avec qui je vais pouvoir échanger. Ça va vous permettre d'avoir un point de vue qui est différent du mien. Je vais aussi utiliser la plateforme du podcast pour répondre à certaines questions que je reçois par courriel ou soit par l'une de mes plateformes des médias sociaux. Et c'est justement le sujet de la première capsule du podcast. C'est une question que j'ai reçue, quand je disais qu'on était pour être plus familier. C'est une question que j'ai reçue via ma plateforme Instagram et elle me provient de Marianne. Marianne m'a dit, on m'a posé comme question, laissez-moi ouvrir mon cellulaire. Elle dit « Bonjour Steve, je me demandais si c'était possible de faire une vidéo à propos des joueurs qui apportent une ambiance négative au sein d'une équipe. » Tout d'abord, Marianne, j'aimerais te dire merci pour ta question parce qu'elle est excellente. Je vais faire mon possible d'y répondre correctement. Mais je dois avouer qu'elle est très difficile à y répondre parce qu'il y a tellement de facteurs à considérer. Mais depuis que je coach au hockey, qui remonte des années 1990, il y a une raison pourquoi j'ai des cheveux blancs, j'en ai eu à gérer beaucoup de situations comme ça. Et les fois où j'ai eu du succès, j'ai appliqué quelques points clés que je vais partager avec toi dans cette capsule-là et à toutes les autres qui sont à l'écoute. Donc, comme je disais, depuis que je coach, à toutes les années, à toutes les années que j'ai coaché, il y a tout le temps eu un ou plusieurs joueurs qui avaient une attitude négative dans le vestiaire. Des fois, c'était plus important que d'autres, mais à toutes les années, on ne s'en sauve pas. Il y en a toujours un qui est comme ça, un ou plusieurs. Et ce qui rajoute à la complexité du problème, c'est que ces joueurs-là sont plus souvent qu'autrement les leaders de l'équipe. Ça veut dire qu'ils emmènent avec eux d'autres joueurs dans l'équipe. C'est ça qui fait en sorte que le problème gonfle. Et des fois, si on ne l'adresse pas tôt en saison, bien, il vient qu'on n'est plus capable de le gérer. Mais rarement, voire même quand j'y pense, je pense que ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu à gérer une mauvaise personne. J'ai toujours eu à gérer des mauvais comportements. Et ça, c'est mon premier point clé que je veux partager. Il faut distinguer le joueur de son comportement. Le joueur n'est pas le reflet de son comportement. Et quand on saisit cette notion-là, dans notre façon d'essayer de trouver des solutions, on cherche à corriger le comportement et non le joueur en question, mais il y a beaucoup d'autres options qui s'offrent à nous et le joueur devient plus réceptif. C'est-à-dire que si on rencontre un joueur et on lui dit « tu fais ci, tu fais ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça », c'est sûr que le joueur va se renfermer sur lui-même et va devenir sa défensive. Mais si on l'approche d'une façon avec lui ou elle, on lui dit le comportement que tu adoptes, ça m'agace un peu, ça ne permet pas à l'équipe d'atteindre ses objectifs. J'aimerais vraiment ça t'aider à changer ton comportement. Comme je dis, il va y avoir une plus grande ouverture d'esprit. Bon, ça ne changera pas du jour au lendemain. Là. Ça va prendre plusieurs séances de discussion avec le joueur en question pour arriver à changer le comportement. Mais à mes yeux, il est impératif qu'on focalise notre énergie sur le comportement et non le joueur, afin que le joueur soit plus réceptif. Ça me fait penser, surtout dans mes dernières années, je me rappelle, j'ai commencé à coacher et puis il y avait un joueur dans l'équipe, c'était lui qui était le leader de l'équipe et puis il questionnait toutes mes décisions devant les autres joueurs. Ça, j'appréciais pas ça parce que ça nuisait un peu à mon autorité devant les autres. Alors, ce qu'on a fait, c'est que je l'ai pris à part et puis on a eu des discussions assez houleuses au début. On était dans des catégories un petit peu plus élevées, mais toujours respectueuses. Mais j'ai tenté par tous les moyens de lui faire comprendre que le comportement qu'il avait devant les autres, bien, ça ne me plaisait pas, puis ça ne fitait pas dans mes standards que je voulais établir dans l'équipe. J'ai jamais attaqué le joueur, jamais attaqué. Ça a pris du temps, mais au fil des semaines, au fil des mois, on a développé une relation particulière tous les deux, et à la fin de la saison, c'était un de mes plus grands alliés. Donc, je persiste à dire qu'il faut travailler à changer le comportement et non le joueur
en question. Ça, c'est mon premier point clé. Le deuxième que je pourrais apporter, c'est, OK, c'est bien beau, là, changer, de travailler sur le comportement, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Quoi, on le rencontre une fois, puis après ça, s'il ne le fait pas, mais on applique un plan disciplinaire? Non, pas du tout. Il faut utiliser la technique du disque usagé. Et ça, là, vous savez, quand on écoute un disque, je m'excuse pour les plus jeunes, là, un disque, c'est une affaire ronde, là, il y avait une aiguille, puis ça tournait, puis la musique elle jouait. Mais il sautait, il n'arrêtait pas de sauter, puis là, il recommençait, il recommençait, il recommençait. Mais c'est ce qu'il faut faire avec les joueurs. Il faut répéter, répéter et répéter, tant et si longtemps que le joueur ne comprenne pas. Et j'ai conversé dans le passé avec des entraîneurs qui disaient, moi, après 2 fois, s'il n'a pas compris, c'est just too bad, il est out, là, ou je le sors, ou il y a une discipline, peu importe. Mais moi, je me dis, les temps ont changé. Les temps ont changé, il faut communiquer davantage avec les joueurs. Et si notre message ne passe pas, bien, c'est peut-être qu'il faudrait changer notre approche de communiquer avec le joueur en question. Moi, j'ai eu des cas où j'ai eu des discussions, j'ai peut-être eu 5, 6, 7 et même 8 discussions avec le même joueur avant d'arriver à changer la chose qu'on voulait changer. Est-ce que ça a pris des efforts? Absolument. Est-ce que j'aurais pu dire après 2, je suis désolé, tu ne l'appliques pas, tu vas passer une période sur le banc? Non, j'aurais pu le faire. Puis peut-être j'aurais eu des meilleurs résultats, on ne le saura jamais. Mais moi, je persiste à dire qu'il vaut mieux répéter et communiquer avec le joueur, démontrer au joueur qu'on est là pour lui, on est vraiment là pour l'aider à devenir un meilleur joueur, oui, mais aussi une meilleure personne. Et quand le joueur va comprendre ça, qu'on est là pour l'aider, mais comme je vous dis, sa carapace, elle va s'amincir et on va pouvoir dialoguer d'une meilleure façon. Donc, il faut communiquer avec le joueur. Tu sais, je ne me mets pas la tête dans le sable, OK? Ça est arrivé des fois où il y a un joueur qui a fait une chose qui était totalement inacceptable. Je n'ai pas eu 56 rencontres avec lui. Ça a pris comme un incident et puis j'ai appliqué immédiatement mon plan disciplinaire jusqu'au point de suspendre des activités de l'équipe. Ça m'est arrivé, ça, dans le passé, puis c'est sûrement que ça vous est arrivé également. Mais dans la grande majorité des cas, ce qu'on a besoin de faire, c'est juste communiquer. Prendre le temps de s'asseoir et de communiquer nos attentes clairement avec le joueur. C'est quoi qu'on s'attend de lui ou elle sur la glace, dans le vestiaire et quand il est autour de l'équipe. C'est tout ce qu'on a à faire. Et si notre message ne passe pas, on essaye une nouvelle façon. Et si cette nouvelle façon-là ne fonctionne pas, on essaye une autre façon. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je n'ai pas de degré ou de diplôme en psychologie du comportement humain. Mais il y a une chose que je sais, c'est que tous les entraîneurs au hockey mineur ont à gérer des athlètes qui sont en phase de transformation de leur corps, transformation au niveau émotionnel, au niveau hormonal. Donc, c'est normal qu'il y ait des sautes d'humeur ou qu'ils sont plus à défensive ou qu'ils répliquent plus rapidement. Moi, j'ai eu des adolescents, la plupart d'entre vous, sûrement, vous n'avez eu. Vous savez à quoi on a géré. C'est pas différent chez les enfants des autres. Donc, on doit gérer ça. Et pour moi, les fois où j'ai eu le plus de succès, c'est quand je communiquais avec eux et je démontrais par la communication que mon attention était envers le joueur, avant lui ou elle, et je voulais sincèrement l'aider à corriger ce comportement. Mais ça va arriver des fois qu'on n'est pas capable de passer notre message. Ça fait une dizaine de fois, on a tout essayé, et même des fois la situation rampée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est mon troisième point clé, c'est qu'il faut appliquer le plan disciplinaire. Mais je dois faire un bémol là-dessus. Un plan disciplinaire ne se dessine pas au moment qu'il y a un incident qui arrive en cours de saison. Un plan disciplinaire, l'ébauche du plan disciplinaire, quoi qu'il peut s'adapter en cours de saison, l'ébauche est définie au début de la saison. Au début de la saison, asseyez-vous avec vos joueurs et vos parents et définissez clairement c'est quoi vos attentes que vous attendez des joueurs sur et hors la glace. Et après un certain temps, s'il y a des choses qui doivent être respectées, si les joueurs ne respectent pas, c'est quoi les conséquences qu'il va y avoir? Ça peut être patiner plus intensivement dans une pratique, ça peut être sauter une période ou deux, ça peut tout simplement être retirer des activités de l'équipe. Ça dépend du degré d'intensité de l'événement. Mais c'est important d'avoir établi clairement ce plan disciplinaire-là en début de saison. Et une fois que vous l'appliquez, mais comprenez bien une chose, là, on ne l'applique pas juste pour le joueur en question.
on doit l'appliquer pour tous les joueurs de l'équipe. Donc, si le joueur en question fait telle et telle chose et vous le disciplinez via le plan disciplinaire, si un autre joueur fait la même chose et vous suivez les mêmes étapes, mais on doit aussi suivre le plan disciplinaire. On ne peut pas dire « Ah oui, mais dans ce cas-là, lui, c'était différent ». C'est là qu'on crée des zones grises et ça vient juste envenimer la situation et les joueurs deviennent encore plus sa défensive et deviennent encore plus négatifs. Donc moi, je suis vraiment, oui, j'en ai un plan disciplinaire, oui, je l'ai appliqué dans le passé, mais c'est vraiment une de mes dernières étapes. Je préfère de loin, prendre une rencontre de plus et m'asseoir avec le joueur en question pour tenter de résoudre juste par la communication. Mais quand ça ne marche pas, on applique le plan disciplinaire. Et encore une fois, même si on appliquait le plan disciplinaire, ça va arriver à l'occasion que le joueur, ça ne marche pas avec le joueur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça m'amène au quatrième point. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y en a eu des entraîneurs, sûrement dans votre région, qui ont vécu des choses similaires à vous. Demandez-leur comment ils ont géré la situation. Demandez de l'aide de votre association, de vos mentors, des entraîneurs conseils ou des autres entraîneurs de votre association. Écrivez sur un forum de discussion, cherchez de l'aide. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide, à savoir comment on gère tel et tel comportement. Je l'ai dit tantôt, probablement pour la grande majorité d'entre vous, on a zéro formation en psychologie humaine, mis à part peut-être un cours au cégep ou à l'université. Mais on n'a pas de degré comme tel, donc on n'est pas formé là-dedans. C'est normal qu'on demande de l'aide. J'en ai demandé à maintes reprises dans le passé, même au cours des dernières années, surtout au cours des dernières années où j'ai vécu des choses que je n'avais jamais vécues auparavant, même après plus de 20 ans de coaching. Demandez de l'aide. Faites juste demander de l'aide et je vous assure que si c'est fait avec le meilleur intérêt, c'est-à-dire l'intérêt du joueur, là, du bien-être du joueur, l'aide va venir à vous et vous allez finir par trouver une solution. Donc, les 4 points clés, c'est important de ne pas associer le joueur à son comportement. Le joueur n'est pas le reflet de son comportement. Deuxième point clé, répétez, 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 communiquez, communiquez, communiquez. Et si vous pensez qu'une rencontre de plus, ça ne servira à rien, faites la rencontre de plus pareil. On ne sait jamais. C'est peut-être ce moment-là qui va faire en sorte qu'il va y avoir un déclic chez le joueur. Et si ça ne fonctionne pas et ou si les choses s'empirent, mais appliquez votre plan disciplinaire. Mais rappelez-vous que le plan doit être défini au début, ajusté en cours de saison, et du moment qu'on commence à appliquer le plan disciplinaire, il s'applique à tout le monde. Et finalement, comme quatrième point clé, demandez de l'aide. Vous savez, j'ai coaché, comme j'ai dit, je le dis assez souvent d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des cheveux blancs, j'ai coaché beaucoup d'équipes au hockey mineur. Pas juste au hockey mineur, en affaires et dans mes autres sphères de vie. Mais des fois, j'ai eu des bonnes conversations avec des joueurs, puis je le sais que j'ai eu un impact dans la vie de ce jeune homme-là. Parce que j'ai juste coaché des garçons jusqu'à date. Peut-être qu'un jour, je vais avoir le privilège de coacher une équipe de filles. Mais je sais que j'ai eu très peu, comment je pourrais dire ça? Je peux compter sur une main, le nombre de joueurs que j'ai vraiment eu un impact dans leur vie. Tu sais, mais comme j'ai dit, ça fait plus de 20 ans, mais ça a valu tout l'or du monde, juste pour avoir eu l'impact, mettons, sur ces 5 joueurs-là. Les autres, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu d'impact. Ça veut simplement dire que mon impact était moindre. Puis on n'arrivera pas à changer tous les joueurs. Il y en a des joueurs qui on n'arrive tout simplement pas. C'est plus compliqué. Ils ont besoin peut-être plus d'assistance à travers de thérapeutes ou peu importe. Comme je dis, on est des coachs bénévoles au hockey. Acceptez ce fait-là que vous ne pouvez pas arriver à aider tout le monde. Donc, ce que vous faites, faites-le avec le meilleur intérêt du joueur en question. Et si vous suivez les 4 points clés, je peux pratiquement vous assurer que ça va venir réduire l'esprit de négativité que vous avez au sein de votre équipe. Je serais curieux aussi d'avoir s'il y en a d'autres qui ont des points clés qui aimeraient partager. Comment ils font, eux, pour traiter un joueur qui a une attitude négative dans le vestiaire? C'est quoi qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont eu du succès avec? Est-ce que le joueur y a progressé? Est-ce que le joueur s'est renfermé davantage? Je suis vraiment curieux et j'apprécierais si vous pourriez écrire en commentaire c'est quoi vos trucs pour qu'on puisse le partager avec le reste de la communauté ici. Alors Marianne,
Comme première question, tu m'en as donné une qui était difficile. J'espère avoir répondu. J'espère que les 4 points clés vont t'aider, toi ou la personne qui t'a demandé de me poser la question, à venir réduire l'esprit de négativité dans le vestiaire. À tous les autres, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par courriel ou encore sur une de mes plateformes, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et même sur TikTok. Je suis maintenant rendu sur TikTok. Oui, donc ça va me faire plaisir d'y répondre dans une capsule future. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Sur ce, cher coach, je vous dis bon coaching.